Le tennis, c'est le sport des chiffres, des statistiques. Une histoire qu'on raconte avec des pourcentages et des ratios. Le tennisman, aujourd'hui, il est autant athlète qu'objet de mesure. Tout est noté, compté et comparé. Tu sers, on mesure la vitesse. Tu gagnes un point, on le classe selon le nombre de coups. Tu perds un set, on t'explique pourquoi en quelques chiffres. C'est un monde où chaque point est une ligne de code et où chaque match devient une équation à résoudre. Et dans cet univers obsédé par la précision, il y a une catégorie à part. Un mot qui électrise les fans, fait rêver les joueurs et qui crée des débats sans fin. Les records. Le nombre de grands chelems, de tournois remportés, de semaines passées au rang de numéro 1 mondial, le nombre de matchs ou de sets consécutifs remportés, jusqu'au nombre d'aces réalisés dans un match, une saison ou une carrière. Ces records, ce sont des repères, des totems, des lignes de crête que les plus grands ont atteintes. Et comme on dit, les records sont faits pour être battus. Mais parfois, certains chiffres sortent du lot. Certains te semblent irréels, impossibles. Un match de plus de 11 heures réparti sur 3 jours, un joueur qui gagne 14 fois le même grand chelem, un service mesuré à 263 km/h, et à un moment tu te dis « Attends, ça s'est vraiment passé ça ?» Oui. Et là, une question naturelle s'impose. Est-ce que certains de ces records ne seront finalement jamais battus? Est-ce que des performances comme celle-là sont quelque part définitives? Ou est-ce que ce qu'a réalisé ce gars sera un jour dépassé? Et si oui, par qui? Un ado qu'on connaît pas encore? Un prodige caché dans un club au fin fond de l'Argentine ou de l'Espagne? Ou alors un champion qu'on connaît déjà et qui empile les trophées à une vitesse fulgurante et qui semble être dans les temps de passage pour aller chercher les records les plus prestigieux? Dans cette vidéo, on va explorer les records les plus fous, les plus improbables et les plus inaccessibles, ceux qui font rêver. En fait, ceux qui font rire tellement ils sont dingues. Et surtout, on va tenter de répondre à cette question. Le tennis a-t-il déjà atteint ses limites? C'est le genre de match qui commence comme un premier tour en majeur et qui finit en épopée biblique. 22 juin 2010, cours numéro 18 à Wimbledon. Un premier tour classique entre deux grands serveurs, l'américain John Isner et le français Nicolas Mahut. Un match, une après-midi et un gagnant à la fin. Voilà ce que tout le monde pensait. Mais ce qu'on allait vivre, personne ne l'avait vu venir. Ce mardi, le match est interrompu à 2-7 partout, les joueurs finiront le lendemain avec un 5e set. Mais le lendemain, les joueurs reviennent et livrent un 5e set jamais vu. Délirant, puisque les deux n'arrivent pas à se départager, chacun remportant ses jeux de service, et ça défile. 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50. On bascule dans la folie, une guerre psychologique jamais vue. Et ce mercredi, alors que la nuit tombe, le match est interrompu à nouveau à 59-59 et très exactement 10 heures pile de jeu. Ils ont déjà explosé le 6h34 de Santoro Clément à Roland-Garros en 2004, et le lendemain, ils sont revenus pour finir le match avec John Isner qui est enfin parvenu à breaker Mahut pour s'imposer 70-68 au 5e set, en 11 heures et 5 minutes sur 3 jours. 138 jeux dans le dernier set. On n'était plus sur un match, on était dans une boucle temporelle. Ils ont évidemment battu le nombre d'aces réalisés dans un match avec 216 au total, 113 pour Isner, c'est le record, et 103 pour Mahut, c'est le deuxième. Et à la fin du deuxième jour, les deux joueurs étaient carbonisés. Les kinés étaient à l'affût, les spectateurs étaient sous le choc. Le tableau d'affichage n'avait jamais eu à afficher de tels scores. Le système n'avait tout simplement pas prévu qu'un score pareil puisse exister. Et ce qui rend le tout encore plus dingue, c'est que c'était pas une finale ou une demi, c'était un premier tour. Un match qui aurait dû être plié en 2h30, 3h. Mais non. Et au bout, la victoire d'Isner. Mais très honnêtement, on aurait presque voulu qu'il fasse match nul et qu'on les sculpte directement dans la pelouse, parce que ce match est devenu un mythe moderne. Et comme tout mythe, il a laissé des traces, pas seulement dans les mémoires, mais aussi dans les règles du jeu. Parce qu'après ce choc, Wimbledon revoit sa copie, et en 2019, ils instaurent un tie-break à 12-12 dans le 5e set. Puis dès 2022, tous les grands chelems adoptent le super tie-break à 6-6. L'objectif, c'est plus jamais ça. Plus jamais un match qui repousse les limites du corps humain. Et en plus, qui bouscule la programmation. Donc ce record est devenu intouchable aujourd'hui. Et ce jour-là, le tennis a touché l'absurde. Isner-Mahut, c'est plus une stat, c'est une fable. Un chef-d'œuvre de résilience qui a été gravé dans le marbre de Wimbledon avec une plaque à l'entrée du cours 18, juste pour se rappeler que ça a bien eu lieu. S'il y a un record qui défie la logique et le bon sens tennistique, c'est bien celui-là. 14 titres à Roland-Garros. Un chiffre tellement énorme qu'on se demande si c'est pas une faute de frappe. Mais non, c'est juste Rafael Nadal. Et ce qu'il a fait à Paris n'a aucun équivalent, ni dans le tennis, ni dans le sport. On parle d'un gars qui a gagné le même tournoi du Grand Chelem quasiment chaque année pendant 18 ans.
Son premier titre en 2005, il a 19 ans, il porte un pantacourt et déjà des gros bras. Le dernier titre en 2022, à 36 ans, avec un pied anesthésié, mais toujours la même routine et la même rage de vaincre. Rien, absolument rien n'a bougé, sauf le nombre de trophées. 14 Roland-Garros, c'est un règne, c'est une colonisation du cours Philippe Chatrier. C'est un royaume qu'il a conquis en fracassant tous ses adversaires. En 19 participations, Rafa n'a perdu que 4 fois. Contre Söderling en 2009, le Suédois était en feu, lui était malade. Contre Djokovic en 2015, où Rafa traversait une période noire. Puis en 2021, où cette fois Djokovic sort un chef-d'œuvre. Et contre Zverev en 2024, où Nadal tente un ultime retour. C'est tout. Sinon, c'est carnage sur carnage. Des matchs gagnés sans perdre un set, des sets gagnés sans aucun problème, et des finales gagnées en perdant à peine 6 jeux. Donc dans tout ça, des adversaires qui sortent du court en ayant vécu un enfer. Et des champions comme Federer, Djokovic, Wawrinka, Thiem, Ruud, qui sont tous passés à la machine à laver, les uns après les autres. Parce que Nadal, c'est le joueur ultime sur terre battue. Son lift fait des dégâts, son art de la glissade et sa science du jeu l'ont rendu quasiment imbattable. Alors justement, une question légitime s'impose. Ce record, est-il battable? Bah, soyons très clairs, pour faire mieux que Nadal à Roland-Garros, il faut en gagner 15. Donc concrètement, il faut arriver au top à 18 ans. Et encore 18 ans, c'est un peu tard si on veut avoir de la marche. Mais il va falloir un prodige là, un gars bien au-dessus des tout meilleurs, avec la science de la terre battue qu'avait Rafa. Et ce gars, bah, il aura pas le droit à l'erreur de sa carrière, ou très très peu. Gagner dès sa première participation et ne jamais se blesser sérieusement pendant 20 ans. Et si Rafa a souvent été blessé, lui construisait sa saison pour être à son apogée à Roland-Garros. A noter que Djokovic est deuxième avec 10 sacres à l'Open d'Australie, ce qui est également dingue, mais encore loin des 14 Roland-Garros. Être numéro 1 mondial, c'est déjà un sommet, mais y rester semaine après semaine, mois après mois, année après année, là c'est un autre sport. Et Novak Djokovic, lui, n'a pas juste visité le sommet. Il y a campé et planté sa tente pendant des années. Au total, Djokovic, c'est 428 semaines en tant que numéro 1 mondial. Un record absolu. 428 semaines. Ça représente 8 ans et 3 mois. Pendant 8 ans et 3 mois, il était seul, au sommet. 428 semaines, on est loin des 310 semaines de Roger Federer. On est à des années-lumière, sans mauvais jeu de mots, des 286 semaines de Sampras. Et c'est plus que les 377 semaines de Steffi Graf, qui est la recordman chez les femmes. Mais attention, ce record n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça n'a pas été une ligne droite en descente, mais plutôt un parcours rempli d'obstacles, de chutes et de comeback. Djokovic a été numéro 1 à 24 ans, puis à 27, puis à 33 et à 36 ans. Il a perdu sa place et l'a reprise plusieurs fois en faisant preuve d'une humilité et d'une force mentale énorme. Et le plus fou, c'est qu'il a réussi ça dans l'ère peut-être la plus compétitive de l'histoire du tennis. À une époque où le calendrier est devenu infernal et où il a dû affronter Murray, Nadal, Federer, qui sont les meilleurs sur toutes les surfaces, sur dur, sur terre, sur gazon. Et Novak, il a réussi à régner dans cette jungle en étant meilleur que ses meilleurs. Meilleur que Nadal sur terre, meilleur que Murray sur dur, et meilleur que Federer sur gazon. D'ailleurs, Djokovic nous a délivré des saisons all-time, notamment en 2011 et en 2015, où il réalise des petits chelems, et en perdant au total 6 matchs, pour 70 ou 80 victoires, délirant. Et Djokovic, s'il est resté si longtemps au sommet, c'est peut-être parce que c'est le joueur le plus complet que le tennis ait connu. Parce que toute sa carrière, il s'est adapté en permanence pour faire briller son jeu sur chaque surface, d'où son règne sur le long terme. Résultat, il a colonisé une ère, et ce record, c'est pas juste une stat, c'est une démonstration de durabilité, de résilience et de rigueur au plus haut niveau. Martina Navratilova, c'est une légende, mais surtout une bête de victoire. 167 titres en simple, 167 tournois remportés. C'est pas un palmarès, c'est une bibliothèque le truc. À titre de comparaison, Steffi Graf c'est 107 titres, Serena Williams 73. Et chez les hommes, Connors qui a le record est à 109, Federer 103. Donc Navratilova est loin devant, elle a vampirisé son époque. Alors évidemment, elle a gagné partout, sur terre battue, sur gazon, sur dur, et parmi ces 167 titres, on en a 18 en grand chelem quand même. Et c'est pas un hasard, parce que Navratilova c'était une machine de précision, mais surtout la première à parler de préparation physique, de nutrition, de musculation, bien avant que ce soit démocratisé. Elle a transformé le jeu, elle a transformé son corps, et elle a transformé la notion même de domination. Mais si on est honnête, ce record aujourd'hui, il est hors de portée. Pas parce qu'il est grand, mais que le tennis moderne ne permet plus ça. Aujourd'hui, on planifie les saisons, on saute certains tournois pour préserver son corps. La violence des efforts physiques fait qu'on se blesse. Navratilova, elle enchaînait les semaines comme des séries Netflix. Et comme elle était plus forte que les autres, elle enquillait les titres. Donc ce record, c'est le fossile d'une ère où tout était possible. Donc 167 titres aujourd'hui, ça semble être un record qui appartient à un panthéon fermé à double tour.
Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte ce sport à notre manière. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de chaque vidéo qui sort. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a mis en place une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un don à la hauteur de tes moyens, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Il y a des records spectaculaires, et il y a ceux qui ont l'air discrets, mais qui, quand tu les regardes de plus près, donnent le tournis. Et bah celui-ci, c'est une machine à vertige. Roger Federer a atteint 10 finales de Grand Chelem consécutives. Oui, 10 d'affilée. De Wimbledon 2005 à l'US Open 2007. Pendant 2 ans et demi, à chaque Grand Chelem, Roger était en finale. C'est du délire. On parlait de la polyvalence de Djokovic, bah là on y est aussi, parce que Roger il a dû exceller au plus haut niveau sur toutes les surfaces. Le dur de l'Open d'Australie, la terre de Roland Garros, le gazon de Wimbledon, et le dur de l'US Open plus rapide que celui de Melbourne. Et quand on dit 10 finales consécutives, en vérité, il les gagne quasiment toutes. Hormis les 2 finales à Roland Garros contre Rafa, il gagne les 8 autres majeurs. Donc à ce niveau-là, c'est plus de la régularité. On est sur une domination jamais vue. Mais pour bien comprendre ce que ça représente, il faut avoir en tête ce qu'est un grand chelem. Parce que non, c'est pas juste une semaine à taper dans la balle. C'est 7 matchs sur 15 jours, sur des surfaces différentes, contre des champions qui veulent te battre, avec des styles de jeu très variés, dans des conditions météo imprévisibles, des caméras qui te suivent. Et Federer, pendant 10 tournois d'affilée, il a traversé ça en régnant. Et pour remettre en perspective, aujourd'hui, si on voit un joueur faire 10 quarts de finale d'affilée en Grand Chelem, c'est déjà héroïque. 10 demi-finales d'affilée, c'est dingue, parce que quelle que soit la surface, quels que soient les adversaires, t'es dans le dernier carré. D'ailleurs, si on étend la série de Federer aux demi-finales en Grand Chelem, on en compte 21 d'affilée, entre Wimbledon 2004 et l'Open d'Australie 2010. Mais alors, 10 finales consécutives, c'est la régularité à un niveau qui n'existe plus. En plus, dans une ère où les corps sont plus sollicités, le calendrier plus dense, le jeu plus brutal. Et ce record, c'est pas celui qui fait le plus de bruit, mais il représente l'art de délivrer son meilleur tennis au meilleur moment, et ça, personne n'a jamais su le reproduire. On poursuit avec les séries, et cette fois le nombre de matchs remportés sur une même surface. Sur chaque surface, un homme a dominé un jour, à tel point qu'il est devenu injouable. Commençons par le dur, et c'est Roger Federer qui a le record avec 56 victoires consécutives entre 2005 et 2006. Une série démentielle, construite dans le silence, mais d'une régularité implacable. Pendant 1 an et demi, personne ne l'a battu sur dur. Il remporte l'Open d'Australie, l'US Open, le Masters, mais aussi des Masters 1000 comme Indian Wells, Miami, Cincinnati. Et Roger écrase tout le monde. Roddick, Hewitt, Agassi, Nadal, Djokovic à ses débuts. Et son jeu sur dur, c'est une partition parfaite. Un service chirurgical, des prises de balles précoces et un relâchement dans l'exécution qui donne l'impression que tout est facile. La série s'arrête en finale de Dubaï en 2006, battue par Nadal, mais elle reste un modèle de constance et de domination. Sur terre battue maintenant, c'est bien sûr Rafael Nadal, avec 81 victoires consécutives entre 2005 et 2007. 81 matchs d'affilée. Une série hallucinante. Pendant 2 ans, sur tous les tournois sur terre, la fin était écrite. Dès que Rafa mettait un pied sur terre, c'était game over pour l'adversaire. Il gagnait à Monte-Carlo, à Rome, à Barcelone, à Roland-Garros, il ne s'arrêtait jamais. Et le pire, c'était que l'écart n'était pas serré. La plupart du temps, c'était des démonstrations avec des 6-2, des 6-1, des 6-0. Tout ça contre des top 10. Et ce qui rend ce record encore plus dingue, c'est que la terre battue, c'est la surface la plus exigeante physiquement. Tu dois construire chaque point, glisser, défendre, contre-attaquer. Ça use, ça épuise. Et Rafa, lui, tenait ce rythme avec une intensité folle pour remporter 81 matchs d'affilée. Fin de série contre Federer en finale à Hambourg et transition parfaite parce que sur gazon, c'est Roger Federer, encore une fois, qui a le record avec 65 victoires consécutives entre 2003 et 2008. Alors évidemment, c'est pas 65 matchs dans des petits tournois sur gazon à Halle et contre des inconnus, non. C'est surtout à Wimbledon que Roger a construit cette série, en remportant le tournoi 5 fois d'affilée entre 2003 et 2007, avant de perdre en 2008 contre Nadal dans l'un des plus grands matchs de l'histoire. 65 victoires d'affilée sur herbe, une surface qui pardonne pas. Federer était chirurgical, il jouait la perfection, fluide, naturel, comme si le gazon avait été inventé pour lui. Donc ces 3 séries, ce sont des périodes où un joueur devient une certitude. Peu importe le nom en face, peu importe le lieu, les conditions, on savait qui allait gagner. C'était ça la folie, c'était presque du niveau Rafa à Roland, on connaissait le vainqueur avant même que le match commence. Le genre de chiffre qui arrête tout. 263 km/h. C'est quasiment la vitesse d'un TGV.
Ce chiffre, c'est la vitesse du service le plus rapide dans le tennis. Et il n'a pas été réalisé par un top 10, il a été signé par Sam Groth en 2012 au tournoi Challenger de Busan en Corée du Sud. Sam Groth, c'est un géant australien d'1m93, gros gabarit. Ça a jamais été un grand nom du circuit, il a plus été connu pour avoir pris une doudoune à Roland-Garros par Rafa, avec notamment ce coup-là, plus que pour sa carrière. Mais il a quand même eu sa notoriété pour son gros service, son énorme service. Et effectivement, il est rentré dans l'histoire avec un service mesuré à 263 km/h, validé par les radars officiels, mais seuls les records de vitesse ayant été réalisés sur le circuit principal sont homologués. Donc officiellement, c'est John Isner qui a le record avec un service à 253 km/h en Coupe Davis en 2016, mais ce record soulève une vraie question. Parce que frapper un service à 263 km/h, c'est bien, mais ça fait pas forcément gagner de tournoi, ni même avoir une carrière prestigieuse. Groth n'a jamais brillé en majeur, donc un service c'est pas qu'un concours de vitesse, c'est un coup stratégique, une arme qu'il faut manier avec précision, variété et intelligence. Les meilleurs serveurs de l'histoire, c'est Federer, c'est Djokovic, c'est Sampras, et eux n'ont jamais approché les 250 km/h, parce que leur force c'était le placement et la variation. Et si on prend le record du joueur qui a servi le plus d'aces en carrière, on retrouve encore John Isner avec 14 470 aces. Mais pareil, pour faire quoi? Alors John Isner a eu une carrière sublime, et il a eu complètement raison de profiter de sa taille, mais si on veut aller chercher les plus gros titres et les plus grosses victoires, faire 20, 30, 40 aces par match et servir à 240, c'est pas ce qui paye le plus. Maintenant qu'on a balayé ces records, la question qui obsède, c'est est-ce que Carlos Alcaraz ou Yannick Sinner, pour commencer avec eux, arriveront à battre ces records de Federer, de Nadal, de Djokovic? Et surtout, lesquels? Parce que oui, les records sont faits pour être battus, mais arrivé à un certain stade, difficile d'aller les chercher. Alors 24 titres du Grand Chelem pour Djokovic pour l'instant. Est-ce qu'ils seront battus? Ça, il y a fort à parier que oui, parce qu'il suffit d'un joueur au-dessus des autres et suffisamment complet pour aller en gagner 20, 25, voire même 30, s'il gagne jusqu'à 36, 37 ans. Et personnellement, je serais pas vraiment surpris de voir Alcaraz battre ses 24 majeurs de Djokovic. Il a 22 ans et déjà 5 Grands Chelems, c'est énormissime. Il a commencé tôt, alors la seule interrogation, c'est son physique. Si ça tient, je pense qu'il a de grandes chances d'au moins s'en rapprocher, au mieux de battre le record. Par contre, si ça casse, ça restera probablement un joueur avec 10, 15 Grands Chelems, ce qui est déjà énorme, mais qui aurait pu aller plus loin. Pour Yannick Sinner, c'est pareil. Même s'il semble un tout petit peu moins complet, il va devoir s'étoffer pour gagner des Roland-Garros et des Wimbledon, mais il est jeune, il a déjà 3 majeurs et une longue carrière devant lui. Donc concrètement, il va falloir durer pour les deux, pas juste être bon sur 4-5 ans, mais enchaîner les excellentes saisons pendant 15 ans. Éviter les blessures, gérer la pression médiatique, l'évolution du circuit, la concurrence, et accessoirement ne pas devenir fou. Concernant le nombre de semaines passées au rang de numéro 1 mondial, ça va jouer à la régularité au plus haut niveau, entre Alcaraz et Sinner. On rappelle qu'à la semaine du 7 juillet 2025, Alcaraz y a passé en tout 37 semaines, et Sinner entame sa 57e semaine. Maintenant, de là à ce qu'un des deux atteigne 428 semaines, on en est encore très loin. Mais pareil, sur le long terme, je pense que ce record est également voué à être battu. Le record du match le plus long, on l'a dit, ça sautera pas à cause du changement de règle. Le record de Navratilova et ses 167 titres, techniquement c'est prenable, mais moi ça me paraît quand même inatteignable, même en enquillant des 250 et des 500. Par contre, il y a des records un peu plus insolites, comme celui du jeu le plus court qui a été remporté par Medvedev contre Lucas Pouille à Stuttgart en 2019, un jeu remporté en 29 secondes. Bon courage à celui qui veut battre ça. Ou alors le record du match qui s'est fini le plus tard dans la nuit. Pour l'instant, c'est un premier tour entre Zverev et Brooksby à Acapulco en 2022 qui s'est fini à 4h54 du matin. On compte évidemment sur les belles programmations de nos grands chelems pour aller battre ça. En tout cas, il faut prendre en compte que le tennis évolue, les formats changent, les cadences s'accélèrent, et ça a un impact direct sur les types de records qu'on peut battre ou non. Maintenant, on va pas tourner autour du pot, il y a une question qu'on se pose tous, c'est les 14 Roland-Garros de Rafa, et plus généralement gagner un même tournoi du Grand Chelem le plus de fois possible. Est-ce que demain, un malade peut arriver et gagner 15 Wimbledon, ou 15 US Open? Alors techniquement, c'est un record qui est complètement prenable. Il suffit d'un gars plus fort que les autres sur une surface, ou dans une ville, ou sur un court, parce que parfois les joueurs se sentent particulièrement bien à un endroit précis. Et ça peut aller très vite. Et s'il y a eu un Rafa qui en a pris 14, il peut y en avoir un autre qui en prennent 15. Ça, c'est le discours des plus optimistes, parce qu'en vérité, la réalité est un peu différente. Pour dominer un grand chelem comme Rafa l'a fait à Paris, il faut pas juste être monstrueux sur une surface. Il faut fusionner avec elle.
Il faut respirer la terre battue en l'occurrence. Il faut l'aimer même quand tu joues le pire tennis de ta vie dessus. Non seulement il faut maîtriser ses codes et ses secrets, mais il faut que cette surface devienne une extension de toi-même et que tu axes toute ta préparation autour du tournoi en question. Mentalement, évidemment, il faut être un monstre, et puis la longévité. Tenir pendant 10, 15, 20 ans et dominer plusieurs générations. Alors peut-on imaginer qu'un joueur gagne 15 titres dans un même majeur? Honnêtement, dans le tennis actuel, ça me semble peu probable. Les surfaces sont plus uniformisées, le tennis s'accélère, donc les corps sont plus sollicités, et la longévité est de facto plus difficile à tenir. Moi j'ai du mal. En prenant en compte tous ces éléments-là, j'ai vraiment du mal à y croire, donc je passe. Mais vous, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est possible ou pas. Alors maintenant qu'on a évoqué les plus gros records de ce sport, qu'on a parlé de matchs de 11 heures, de règnes sans fin, de services à 263 km/h, je vous pose la question et j'attends votre avis en commentaire. Quel est selon vous le record ultime? Le record le plus impressionnant, le plus improbable? Est-ce que vous faites partie des gens qui disent que les 14 Roland-Garros de Rafa c'est intouchable et c'est ultime? Ou alors, est-ce que vous mettez les 428 semaines de Djokovic numéro 1 mondial au-dessus? Après évidemment on a des records qui techniquement ne pourront pas être battus, on l'a dit, comme le Isner Mahut ou les 167 titres de Navratilova. Mais dites-moi quel est le record que vous placez tout en haut. Moi je vous avoue que les records de série de victoires sur une même surface c'est très fort, mais comme je le disais, dès lors qu'on a un gars qui est plus fort que les autres, je lui vois pas de problème à enchaîner 30, 40, 50, 80 victoires parce qu'il est au-dessus. Alors attention, ça reste monstrueux, mais pour moi c'est pas le record ultime. Par contre, la série de Roger avec 10 finales en Grand Chelem consécutives, là on monte dans la folie. Parce que à chaque fois, il faut être au rendez-vous. Pas de blessure et pas le droit à l'erreur. Et en plus, il faut jouer à un niveau incroyable sur toutes les surfaces. Mais je pense que comme record, il y a encore un peu plus fou. N'oubliez pas de me dire en commentaire le record qui vous impressionne le plus, même si c'est un record que j'ai pas mentionné. Les 428 semaines de Djokovic, c'est affolant. Il n'y a pas à dire, c'est dingue. On parle de plus de 8 ans à être le meilleur du monde dans ton sport. Mais pour moi, le record ultime, je pense qu'on peut pas dire autre chose que les 14 Roland de Rafa pour l'instant. C'est un record qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques décennies, et on parle presque du record ultime tout sport confondu. Et d'ailleurs, je vais vous laisser avec cette vidéo qui revient sur l'exploit qu'on juge comme le plus inhumain du sport. Ciao!